Ok, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ouais. Alors, ok, donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent pour cette troisième séance sur le cours du changement climatique. Après 2 cours sur les concepts généraux du changement climatique et sur l'état de l'énergie au Québec, on a le plaisir d'accueillir Maxime Pinsard qui va nous parler de l'impact du numérique au Québec, donc qui va nous présenter les résultats de son étude qu'il a réalisée pour les shifters de Montréal. Donc, si jamais vous voulez voir les 2 premières séances, donc la première séance est déjà disponible sur notre page Facebook, donc l'enregistrement de la première séance. Et la deuxième séance va arriver bientôt parce qu'on a eu un petit problème au niveau de l'enregistrement, donc elle sera bientôt en ligne. Donc, si vous n'avez pas pu participer à ces 2 séances, vous aurez l'occasion de les revoir bientôt. Voilà, donc Maxime, je te laisse la parole pour cette séance. Yes, merci. Alors, je ne sais plus comment ça marche au niveau des questions, mais normalement, c'est plutôt à la fin. On va faire l'exposé. Ouais, c'est Ouais. en fait 1 heure d'exposé puis 1 heure de questions. Ok. Après, s'il y a vraiment des trucs, vous pouvez toujours, s'il y en a quelques-unes, c'est pas très grave, hein, mais sinon, ce serait plutôt à la fin. Donc, bienvenue. Donc, le numérique global au Québec global et local, diagnostic des impacts environnementaux. Donc, qui vous est présenté par les Shifters de Montréal. Donc, on est lié au Shift Project en France, qui a un nom anglais parce qu'en fait, c'est un laboratoire d'idées qui a pour but de décarboner toute l'Europe et qui a été créé en 2010, notamment par Jean-Marc Jancovici. Et donc, comment il compte s'y prendre? C'est en livrant des rapports, notamment un sur le numérique en 2018, et également en faisant de la sensibilisation énergie-climat. Et pour ça, ils sont aidés notamment par par une association qui s'appelle les Shifters, qui sont des bénévoles répartis dans toute la France et qui atteignent des milliers de personnes. Et il y en a aussi dans plusieurs villes francophones du monde. Et Montréal ne fait pas exception. Donc voilà, les Shifters Montréal, on a été créé en janvier 2019. On a une trentaine de membres actifs. Et puis, on copie un petit peu les missions du Shift, c'est-à-dire essayer de développer une antenne locale de référence sur les enjeux énergie-climat, essayer de produire des rapports pareils pour pouvoir influencer le débat, et puis devenir un pôle pour éventuellement participer à des consultations publiques sur le sujet. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux type LinkedIn, et vous pouvez également retrouver donc, le rapport que je vais présenter ce soir, qui est sur le numérique et l'environnement. Alors moi-même, juste pour cadrer, je suis donc docteur en sciences énergie matériaux et je suis aussi membre du Low-Tech Lab Montréal qui promeut les technologies sobres et dont, petit teasing, ce sera le prochain cours la semaine prochaine, et également membre donc, des Shifters Montréal. Alors, comment on va procéder ce soir? On va d'abord définir ce que c'est le numérique pour définir le sujet et puis l'étude que je vais vous montrer. Ensuite, on va attaquer le gros, c'est-à-dire les appareils en eux-mêmes, tant au niveau carbone, énergie que matériaux. Ensuite, on va s'attaquer aux 2 autres composantes principales qui sont les réseaux Internet. Et ensuite, à la fin, on essaiera de voir une ouverture avec des choses plus qualitatives et des solutions. Donc déjà, voilà, qu'est-ce que c'est le numérique? Je vais vous poser une petite question. Donc, je vais poser quelques questions. À chaque fois, vous pouvez répondre sur le chat. Ce sera plus simple, puis je pourrai voir les réponses. Donc, la première question, c'est, à votre avis, le trafic de données maintenant représente 10 fois, 100 fois, 1000 fois ou 1 million de fois le trafic de Internet de 2005. Est-ce qu'il y a eu un facteur 10, 100, 1000 ou 1 million? C'est la question que je vous pose. On sait tous qu'il y a une augmentation assez importante. Après, savoir quelle est la quantifier. Donc là, je vois 1 million. Je laisse encore quelques petites secondes. Ok, fois 1000, ok. Alors, on parle de 15 ans, donc c'est quand même
assez long, mais quand même pas non plus beaucoup. En fait, voilà, on a une croissance de 3000%. On est sur du x100, donc c'est quand même assez impressionnant. Pour seulement 15 ans, étant donné qu'en 2005, on avait quand même un Internet qui était déjà bien développé, avec présence de vidéos et tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est le numérique pour entrer dans le sujet? On parle beaucoup, donc, quand on parle de numérique, de technologie d'information, ou TI. Mais aussi, dans certains papiers, on distingue les TI des divertissements et médias, ou Entertainment and Media, qui c'est plutôt voilà, tout ce qui va être télévision, ou aussi lié aux médias papier, par exemple. Ensuite, les télécommunications, qui, bon, voilà, toutes les technologies qui nous permettent de communiquer. Et on peut les distinguer de la radiodiffusion, simplement, qui sont plutôt des choses classiques comme la télévision, la radio, des choses comme ça. Et on peut appeler ça les TC. Et donc les TI et les TC réunis, bah, donc c'est les TIC, Technologie de l'information et de la communication. Et c'est un peu tout ça, le numérique, qu'on prend en compte dans l'étude et que les gens prennent en compte généralement dans la littérature scientifique. On exclut les médias papier, ce qui est un choix un peu arbitraire éventuellement. Mais parce que voilà, on pourrait dire les imprimantes, c'est quand même des choses numériques, mais le produit du papier. Mais voilà, on a choisi de rester sur les appareils en eux-mêmes, en excluant ces médias papier. Alors, quand on parle de numérique, on parle aussi de nouvelles tendances avec des mots que vous avez souvent croisés. Donc, par exemple, les mégadonnées ou big data, qui aussi l'intelligence artificielle, IA, ou encore les chaînes de blocs. Et puis quand on s'intéresse à ce genre de mots-clés, on voit très très vite qu'ils sont tous interreliés. Par exemple, les chaînes de blocs vont permettre de développer l'Internet des objets, qui va lui-même être permis si on développe la 5G, par exemple. Et, alors, attendez, et ensuite, on a des applications finales, hein, comme les villes intelligentes ou les véhicules autonomes, par exemple. Et donc, on se rend très vite compte que finalement, critiquer une des composantes de ces nouvelles innovations, c'est un peu critiquer en fait tout l'écosystème en tant que tel. Et c'est d'ailleurs souvent ce que mettent en avant ceux qui promeuvent, par exemple, la 5G, c'est la remise en cause d'autres applications qui pourraient être utiles. Et donc, on est en présence d'une sorte d'écosystème qui s'auto-entretient et qui est même bouclé, hein, puisque finalement, les données qui vont être produites en bout de chaîne vont retourner au début de la chaîne pour nourrir des algorithmes, par exemple. Alors, ça, c'est un peu ce qu'il y a dans notre premier rapport, puisque le rapport en fait, sur le numérique est divisé en deux. Et en septembre, on a sorti un état des lieux de à quel point le numérique était important au Québec et à Montréal. Et pourquoi Montréal? Parce qu'en fait, on se rend compte très vite que c'est une ville vraiment importante pour même au Canada, hein, pour le numérique, et même dans le monde. Pourquoi? Parce que, par exemple, c'est la première place pour installer des centres de données, dû à voilà, une conjonction de plusieurs facteurs. Hein. Il y a une électricité qui est peu chère, peu carbonée, un climat froid qui permet de refroidir facilement, et puis des choses comme proximité avec les USA, loi de protection des données, ou des charges pas trop élevées. Également, il y a bien sûr tout un pôle de TI qui se développait à Montréal et qui est donc renforcé par le fait qu'il y a de plus en plus de centres de données. On peut aussi citer, voilà, c'est le 5e centre de jeux vidéo au monde, hein, ou encore le pôle mondial numéro 1 pour une certaine branche de l'IA qui s'appelle l'apprentissage profond. Et juste pour donner quelques chiffres, hein, donc Montréal, c'est à peu près 10% des emplois qui vont dans les TI, avec voilà, un PIB 12 milliards de dollars. Et puis au Québec, on est bien sûr plus haut, mais on voit bien qu'il y a une grosse partie qui est concentrée à Montréal. Dans le rapport, on donne aussi des descriptions, en plus du local, hein, des descriptions d'applications comme celle que j'ai citée juste avant. Et notamment, juste quelques chiffres, hein, par exemple, une ville intelligente de la taille de Montréal, donc 1 million d'habitants, pourrait générer, selon Cisco, 200 millions de gigaoctets par jour si elle est implémentée d'ici 2025. Donc on se rend compte
à quel point c'est un changement de paradigme, ce genre de nouvelles technologies. Et d'ailleurs, si on revient un petit peu en arrière, on peut essayer de voir quelle a été l'évolution de ces technologies. En 2005, on avait plutôt des choses raisonnables. Hein. On était surtout connecté via des PC et puis il y avait aussi des mobiles. Et 10 ans après, on a vu une explosion quand même de l'univers numérique, où cette fois, on a eu beaucoup plus d'objets connectés. On a eu aussi l'émergence de l'informatique en nuage ou cloud. Et on est en droit de se demander hein, si 10 ans après, donc en 2025, on va avoir une continuité de cette progression exponentielle, avec de plus en plus d'objets ou en fait, de pratiques qui seront connectées ou intelligentes ou numérisées, comme la télésanté, l'agriculture connectée, l'usine intelligente, etc., etc. Donc voilà pour un petit peu la définition du numérique et puis de l'étude. Hein. Mais on va continuer en délimitant donc quelles a été les choses prises en compte dans l'étude. Donc en fait, on a trois choses, trois pôles principaux. C'est tout d'abord les centres informatiques qui vont être vraiment le cœur d'Internet, qui vont stocker les données si on veut. Les réseaux ou le réseau Internet qui, bien sûr, est tentaculaire et qui permet donc de relier les centres de données vers les appareils utilisateurs. Et donc la troisième catégorie, c'est justement ce qui va nous permettre, nous, utilisateurs, de consommer les données en bout de chaîne. Et à chaque fois, pour ces trois catégories, on va la diviser en deux sous-catégories. Tout simplement, la phase de production de la machine et puis la phase d'utilisation. Bien sûr, ces deux catégories ne seront pas toujours impactantes de la même façon en fonction de chacun des trois sous-ensembles. Petite méthodologie, pour compter tout ça, on a une approche descendante ou top-down pour tout ce qui est centre de données ou réseau. C'est-à-dire qu'on va partir plutôt de chiffres généraux, comme le trafic de données en gigaoctets, l'efficience donc en unités d'énergie par octet, etc., etc., pour pouvoir remonter à la moyenne globale. Au contraire, pour les appareils, on va avoir une approche inverse qui va être montante, puisque on va en fait avoir une trop grande disparité de tous les appareils. Donc on ne pourra pas avoir de chiffres moyennés. Et donc on va devoir les compter un petit peu un par un en fonction de l'appareil. Justement, quels sont les appareils qu'on a pris en compte? Alors il y a tout ce qui est équipement ordinateur. Donc ça peut être des ordinateurs portables, de table ou des écrans auxiliaires. Il y a tous les équipements téléphones, donc qui soient intelligents, plutôt normaux, de fixe ou pas fixe. Et puis, on peut rajouter des accessoires, hein, par exemple pour les smartphones, des batteries portables de secours. Tous les équipements télé, donc que ce soit les écrans en eux-mêmes, télé connectés ou non, LED, LCD ou pas. Et puis, on rajoute aussi des boîtiers qui nous permettent donc soit d'accéder à la télé, soit d'accéder à Internet. Donc, moitié numérique, ça peut aussi être des consoles de salon ou des lecteurs multimédia. Et puis, il ne faut pas oublier que ces trois catégories, et puis même toutes, hein, vont pouvoir se retrouver ou dans les ménages pour les particuliers ou dans le domaine de l'entreprise. Mais il y a quand même des appareils qui sont spécifiques aux entreprises, et notamment des appareils qui sont spécifiques au grand public, si on veut, puisqu'on va retrouver des caméras de surveillance, surtout pour les villes. On va retrouver des écrans géants de publicité dans les lieux publics. Et puis dans les commerces, on va retrouver des terminaux de paiement, par exemple. On peut éventuellement aussi inclure des imprimeurs publics. Et puis, il y a toute une catégorie qui s'appelle les objets connectés, qui sont des petits objets qui vont pouvoir porter facilement. Ça peut être des écouteurs, ça peut être des montres ou des bracelets connectés. Et puis, on peut éventuellement inclure les nouveaux assistants vocaux ou de l'électronique de voiture. Et puis, il y a toujours des inclassables, hein, comme des choses qu'on utilise peut-être moins à l'année, comme des consoles portables ou des appareils photo numériques. Et on n'a pas non plus oublié de compter des choses qui sont parfois moins comptabilisées, mais qui sont tout aussi importantes, notamment au niveau matériaux, hein, comme des disques durs ou des clés USB qui ne consomment pas d'énergie, mais qui vont contenir des choses. Et puis, des appareils qui sont quand même moins quantifiés, comme des liseuses ou des projecteurs. C'est à peu près tous les appareils qu'on a choisi de comptabiliser.
Alors, la quantité d'appareils totale. Hop. Alors, quel est l'appareil, selon vous, hein, vous pouvez répondre dans le chat, le plus en fonctionnement au Québec? Est-ce que, à votre avis, c'est plutôt le téléphone intelligent qui est le plus en fonctionnement? Est-ce que c'est plutôt donc, la télévision connectée? Est-ce que c'est plutôt la tablette? Ou est-ce que c'est plutôt un ordinateur portable? Donc, je vous laisse répondre dans le chat. Alors, tout le monde dit téléphone intelligent. Là, donc, peut-être une petite seconde. Alors, en fait, on va voir ça. Vous avez raison pour le monde entier. Donc, effectivement, l'appareil unique le plus utilisé, c'est vraiment le téléphone intelligent avec 6 milliards d'unités. Après, il vient après la catégorie des objets connectés. C'est sûr que c'est une grosse catégorie. Hein, il y a 16 milliards cette fois d'appareils. Et puis viennent ensuite les télés et puis d'autres appareils. Cette tendance pourrait même s'alourdir, hein, puisqu'en 2025, on pourrait avoir la moitié des objets qui seraient des objets connectés. Et en tout, on pourrait arriver à 100 milliards d'appareils connectés en même temps, hein, dans le monde, ou utilisés en tout cas. Donc c'est un chiffre vertigineux. Par contre, au Québec et même au Canada, l'appareil qui est le plus utilisé, en fait, c'est plutôt les télés connectées. Pourquoi? Parce qu'il y en a parfois plusieurs par foyer, et puis il y en a aussi dans le domaine d'affaires énormément. Et donc voilà, c'est un chiffre un peu surprenant, mais c'est l'appareil qui arrive en premier. Le deuxième étant bien sûr toujours les téléphones intelligents. Et puis après, on en retrouve à peu près les mêmes appareils, hein, au niveau du top 10, avec des tablettes, des batteries de secours, etc., etc. Alors, en termes de poids, qu'est-ce que ça représente? Il faut savoir que dans le monde, tous ces appareils, ça représente quand même en moyenne 20 kg par personne. Mais Québec, Canada, on est au double. Donc, dans même tous les pays comme ça occidentaux, on est quand même sur un impact 2 fois plus important. Et malheureusement, ces appareils vont pouvoir finir à la fin en tant que déchets, puisque en fait, on compte ici en tant que déchet tout ce qui finit dans les tiroirs aussi. On considère que dans la pratique, il y a très peu d'appareils quand même qu'on finit par réutiliser une fois qu'ils sont dans les tiroirs. Et donc, même s'ils ne finissent pas dans une décharge tout de suite, c'est quand même des déchets électroniques. Et en plus, au Canada, hein, pourquoi il y a autant de déchets aussi? C'est parce que chaque année, chaque personne achète presque 2 appareils en plus qui viendront s'additionner et remplacer donc, des appareils qui vont finir au rebut. Alors, qu'est-ce que ça représente dans le monde entier? Donc, entre 2020 et 2025, par année, c'est 7 millions de tonnes quand même de déchets électroniques qu'on a pu comptabiliser. Et en fait, au Québec, on est au double aussi. Donc, on a 4 kg par utilisateur de déchets jetés chaque année. Ça représente quand même 10 millions d'appareils en tout pour le Québec, ce qui est quand même assez conséquent. Et ce chiffre pourrait encore s'aggraver d'ici 2025. Avec un scénario de croissance, on pourrait avoir une multiplication par 3 ou par 1,5 au Québec de ce chiffre. Donc un problème quand même sur les déchets électroniques à ce niveau-là. D'autant plus un problème que en fait, il y a les appareils vont représenter énormément de l'impact énergétique. Alors à votre avis, quelle est cette proportion? Si je prends l'énergie que j'ai besoin pour un appareil numérique, est-ce que, à votre avis, c'est plutôt 80% qui va aller dans la fabrication et puis 20% dans l'utilisation? Est-ce que c'est plutôt 50-50 ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est plutôt la phase d'utilisation qui va être très importante et la phase de fabrication qui finalement est moindre? Vous pouvez répondre dans le chat aussi pareil. Donc on a 80-20, 50-50 ou 20-80 au niveau de fabrication et utilisation. Alors je vois du 50-50, je vois du 80-20, il y a du 70, il y en a qui aiment bien sortir des clous. Ok, alors en fait, ça va dépendre. Mais c'est vrai que le 80-20, c'est plutôt la chose qu'il faut retenir, parce que ça va concerner tous les petits terminaux, donc c'est quand même ce qu'on utilise majoritairement, comme des téléphones portables, même des laptops, etc. Et donc là, c'est clairement ce qu'on appelle l'énergie grise, hein, c'est-à-dire l'énergie qu'il a fallu pour la fabrication, qui ensuite est un peu en mémoire dans l'appareil, qu'on a tendance à oublier, et qui a quand même été dépensée.
Donc, c'est ça le plus important. Mais par contre, ça va être 50-50 sur des appareils plus gros, comme des PC de table ou des grandes télé. Pourquoi? Parce que c'est des appareils qui consomment plus, tout simplement. Donc, on peut penser par exemple aux télés qui restent en veille et qui consomment. Et puis, si on veut chipoter, on pourrait même dire qu'on passe à 20-80 pour des choses qu'on garde beaucoup plus longtemps et qui vont être aussi très énergivores, hein, comme des serveurs. Donc, en fait, ça dépend, mais la statistique 80-20 est quand même assez importante à retenir. Et étant donné tout ça, on peut s'amuser à calculer à partir de quel moment on aura dépensé autant d'énergie en utilisant l'appareil qu'il a fallu pour le fabriquer. C'est-à-dire, d'un point de vue un peu moral, hein, à partir de quelle utilisation on a un petit peu rentabilisé notre achat en termes d'énergie. Et donc, on voit que pour un téléphone intelligent, il faudrait le garder 20 ans pour dépenser autant d'énergie en l'utilisant que pour le fabriquer. Et donc, on n'y est pas du tout, hein, puisqu'on sait bien qu'on garde nos téléphones plutôt 2 ans, voire moins. Un laptop, c'est 10 ans. Donc là, on est un peu mieux, mais bon, un laptop, on le garde plutôt 4 ans. Et une télé, pas mal, parce que c'est 5 ans, et donc c'est à peu près la durée d'utilisation d'une télé. Donc, on est bien. Par contre, on voit bien que c'est une statistique qui est un peu biaisée, parce que si un appareil est très énergivore dans l'utilisation, il va être favorisé par cette statistique. Hein. Donc, il ne faut pas non plus dire que les télés sont vertueuses. Hein. Mais c'est quand même assez intéressant de voir que, par exemple, pour le téléphone intelligent, on est sur un rapport x10 entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fait. Et puis, il y a toujours un biais de statistique hein, qui montre que pour les liseuses, il faudrait la garder 1000 ans, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas acheter de liseuse parce que ça consomme rien du tout comme énergie, donc c'est quand même intéressant. Deuxième point méthodologique, comment on a fait pour caractériser tous les objets? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire c'est un travail titanesque. Surtout que les constructeurs ne sont pas très coopératifs, ils donnent que très rarement leurs chiffres. Et donc, malheureusement, il faut compter sur des publications scientifiques qui vont disséquer les appareils, voire les broyer pour regarder ce qu'il y a dedans, et puis essayer de calculer le coût de carbone et le coût énergétique. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et vu que c'est des recherches qui prennent du temps et qu'il faut financer, ils le font pour les appareils les plus connus. Hein, donc, téléphone, télévision, laptop, etc. Et donc, en fait, on peut ruser. Plutôt que dire on va prendre que en compte les téléphones et les TV, on peut essayer de voir quelles sont les composantes communes. Par exemple, on a le problème des batteries portables de secours. Mais on connaît déjà l'impact des batteries de téléphones mobiles. Et donc, finalement, on peut dire notre batterie portable de secours, c'est comme 5 batteries de smartphone. Et donc, on va pouvoir multiplier par 5 l'impact de la batterie du smartphone et puis trouver l'impact carbone et puis les matériaux pour notre powerbank. Puis pareil, une caméra de sport type GoPro, voilà, c'est une batterie, il y a aussi un écran, et puis il y a des circuits imprimés. Donc voilà, on peut estimer un peu en moyenne basse finalement ce qui va se passer pour ce genre d'appareil qui est quand même peu commun et peu présent dans les publications. Mais ça ne reste qu'une moyenne basse. Et puis un autre point méthodologique, hein, c'est qu'on ne sait pas vraiment où s'arrêter aussi quand on fait les calculs, puisqu'on pourrait prendre en compte les usines, hein, quelles énergies elles utilisent, et puis également, est-ce qu'elles rejettent des gaz fluorés pour leur process de fabrication. Notamment, dans l'électronique, il y a beaucoup de gaz fluorés, C2L6, NF3, etc. Et ça, vous savez peut-être, en fait, c'est des gaz à effet de serre. Donc, on pourrait dire que ça pose problème. Et on s'est amusé quand même à les quantifier et on a vu que c'était assez négligeable. Il y a peut-être 1% du total qui va être changé. Donc, voilà, si on veut vraiment être rigoureux, il faut les inclure. Mais on peut aussi les ignorer en première approximation. Alors, la deuxième partie, donc après qu'on a parlé plutôt de l'énergie, c'est les matériaux. Et donc là, autre question pour vous. Combien de métaux différents vous pensez qu'il y a en moyenne dans un appareil électronique, type un téléphone par exemple? Donc, je parle bien de métaux différents et pas de quantité en grammes ou je ne sais pas quoi. Et donc, est-ce qu'il y en a une dizaine? Est-ce qu'il y en a 30, 40? Ou est-ce qu'il y en a plus de 100 par exemple? C'est une question que vous pouvez répondre sur le chat.
Donc c'est sûr que ça donne envie de répondre 30-40 pour aller au milieu. Effectivement, c'est ça. Il y en a à peu près une trentaine de différents, donc ce qui est quand même assez énorme. On va parcourir une bonne fraction de la table périodique des éléments. Et donc pour vous donner un petit aperçu, on va, sur le graphique, je vais les décomposer en utilisation. Donc il y a des métaux qui vont aller plutôt dans le boîtier et des choses un peu visibles et tangibles. Donc c'est plutôt l'aluminium, l'acier, etc. Il y a des métaux en quantité quand même qui vont aller dans les circuits imprimés, comme le nickel, des métaux précieux aussi comme l'or ou l'étain, le zinc, le tantal. Et alors, déjà, vous voyez qu'il y a des couleurs différentes sur chaque métal. Ça, c'est la part de métal recyclé dans le total du métal utilisé. Donc, si c'est rouge, c'est inférieur à 1%. Si c'est jaune, on est plutôt autour de 20%. Et puis, si c'est vert, on est plutôt autour de 30%. Donc, il y a des métaux qui proviennent pas mal de sources recyclées, c'est pas mal. Mais il y en a quand même beaucoup qui vont être très, très peu de sources recyclées. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe des platinoïdes. Donc, c'est platine, palladium, etc. qui va plutôt servir à l'éclairage. Et puis, il y a les fameuses terres rares. Donc, dès qu'il y a marqué REE, c'est une terre rare. Là, ça va être europium, gadolinium, yttrium, etc. Et on voit bien que ce n'est pas du tout représentatif de tous les métaux. Donc, quand on parle de métaux rares, ce n'est pas du tout pareil que les terres rares. Les terres rares, c'est vraiment une dizaine de métaux seulement, et qui vont aller dans l'affichage ou les haut-parleurs, par exemple. Il y a bien sûr les métaux dans les batteries, lithium, cobalt, et puis des métaux caractéristiques comme l'indium pour l'affichage ou le tungstène, éventuellement le gallium, etc. Ensuite, il y a des métaux qui sont un peu plus, qu'on a trouvé dans certaines publications, mais qui étaient quand même moins utiles dans le fonctionnement, ou alors moins quantifiés. Donc j'ai mis une petite astérix pour montrer qu'ils étaient moins importants. Ça peut être tout ce qui est rhénium, bismuth, etc. Et puis des métaux qui ne sont pas forcément utilisés comme les autres, comme l'antimoine, qui va servir de retardateur de flamme. Donc voilà, on a aussi quantifié le cuivre, bien entendu, pour les circuiteries. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu une étendue des trentaines de métaux qu'il y a dans les appareils. Alors comment ça marche au niveau mondial? Ces métaux sont extraits à des endroits bien particuliers. Étant donné que vous allez trouver surtout du lithium et puis de l'or en Amérique du Sud pour les électroniques. Le cobalt tantal va plutôt être le coltan, comme ça commence à être connu, plutôt au Congo en Afrique. Et puis il y a des choses qui vont être en Océanie comme l'argent. Et enfin beaucoup aussi en Chine et en Asie, comme le tungstène ou les terres rares, surtout pour la Chine. Mais quand bien même tous ces métaux seraient un peu extraits aux quatre coins de la planète, ils vont un petit peu reconverger au même endroit, c'est-à-dire en Asie du Sud et de l'Est, pour fabriquer des composantes de type récepteur Wi-Fi, barrette de RAM, composants microélectroniques en tout genre. Il y a quand même quelques composantes qui sont fabriquées en Amérique du Nord et en Europe, c'est pas tout en Asie. Mais quand bien même ces composantes seraient fabriquées plus près de chez nous, elles vont quand même reconverger vers la Chine pour pouvoir être assemblés en appareil final électronique. Et ensuite, ces appareils vont, bien entendu, subir un quatrième tour du monde pour aller être distribués dans nos latitudes, donc en Europe ou en Amérique du Nord. Et puis, j'aurais pu rajouter en fin de vie, ces déchets électroniques vont en fait reconverger vers des zones comme la Chine ou l'Afrique pour finir en déchets électroniques. Donc, on voit qu'il y a énormément de tours du monde qui sont faits. Si on prend une petite caméra et qu'on la fixe sur un métal, et avec les émissions carbone que ça implique. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres, mais d'abord, vous allez essayer d'estimer en fait combien. Je regarde juste la question. Ouais, c'est ça. Ok, alors ça, on les gardera peut-être pour après. Je vais d'abord vous parler des quantités totales qu'on a répertoriées. Donc, il faut avoir en tête tous les métaux dont j'ai parlé il y a la slide d'avant. Et puis, tous les appareils électroniques, les catégories que j'ai présentées au tout début. Et si on compte tout ça, on trouve que pour le numérique, par exemple, en 2020, on va avoir une masse totale pour le numérique mondial de 3 millions de tonnes de métaux. Donc, nous, on a calculé en moyenne basse. Et puis au Québec, 12 000 tonnes.
Et en fait, c'est un tiers dû à l'aluminium, parce que c'est quand même des métaux qui sont en grande quantité dans les électroniques. Ensuite, il y a l'acier avec le fer, avec un autre tiers. Et puis le dernier tiers, ça va être un peu séparé en deux, hein, entre le cuivre et puis d'autres métaux comme le zinc, le cobalt, etc. Vous voyez qu'il y a des métaux qui pèsent pas lourd, comme les terres rares, même l'or, hein. Pourquoi? Parce que c'est des métaux qui sont très très importants, mais qui vont être en infime quantité dans les appareils. Ce qui va dire qu'ils auront une masse totale finalement négligeable par rapport aux autres, mais ce n'est pas pour autant que leur impact va être négligeable. En effet, dans un appareil type téléphone intelligent, on a toute une série de métaux que je vous ai montrés. Et puis, il y a un chiffre qui est très important à calculer. C'est finalement quel est le rapport entre la masse de métal qu'on a extrait d'une mine, par exemple, et puis la masse de terre qu'on a dû déplacer ou excaver pour extraire ce métal. Et donc, pour l'aluminium, par exemple, on se rend compte qu'il faut extraire 4 fois plus de terre que la masse de métal qu'on obtient. Donc, ça va encore. Mais par contre, pour des métaux un petit peu plus élaborés, c'est carrément un facteur 100, donc cuivre, lithium. On peut passer à un facteur 1000 quand on passe à l'argent ou à l'indium, par exemple. Et puis, vous voyez que pour les métaux les plus rares, comme l'or ou le palladium, c'est carrément un facteur de 1 million. Donc là, on est quand même sur des concentrations de parties par million, comme on dit, dans les mines, qui rendent le processus quand même écologiquement très dommageable. Et donc, ma question pour vous, c'était, ok, ce chiffre est assez intéressant, mais il y a un autre chiffre qui nous dit quel est le gain en concentration qu'on obtient de la mine à l'appareil. Autrement dit, dans mes appareils, je vais avoir une certaine concentration en métal, hein, donc le poids du métal rapporté au poids de l'appareil. Et puis, est-ce que je gagne quelque chose à mettre le métal dans l'appareil au niveau de sa concentration? Est-ce qu'il y a plus de concentration métallique dans un appareil que dans la mine? Donc, à votre avis, est-ce que c'est un facteur x10? Est-ce que c'est un facteur x100 plutôt? Ou est-ce que c'est un facteur x0,1, c'est-à-dire qu'on perd en concentration? Je vais aussi répondre dans le chat pendant quelques secondes. Donc voilà, pour reformuler la question, hein, c'est juste est-ce qu'on y gagne en concentration de mettre dans les appareils? Donc on voit plutôt, ils sont peut-être tous d'accord. Donc il y en a qui disent qu'on gagne et puis il y en a qui disent qu'on perd plutôt. Alors, on parle d'une moyenne sur tous les métaux, hein. Bien sûr, c'est une moyenne globale, hein, mais, disons les métaux les plus rares, un type argent, or, quoi, si on peut, c'est vrai que sinon ça ne fait pas beaucoup de sens. Alors en fait, on va plutôt gagner. Voilà. C'est-à-dire que pour des métaux comme l'aluminium, on va avoir quasiment pas de gain. Mais par contre, vous voyez, pour pas mal de métaux, on va avoir cuivre x10, cobalt x50. Et puis pour certains métaux comme l'or, on va carrément atteindre du x100. Et donc, ce qui fait dire en fait à certains économistes que ça peut être intéressant d'aller miner plutôt dans les décharges d'appareils, dans les décharges urbaines, plutôt qu'aller miner dans la nature, parce que les concentrations de métaux sont bien plus importantes dans ces décharges que dans les mines. Bon, après, il faut faire attention parce que, bien évidemment, c'est des moyennes un peu grossières, hein. Les métaux dans les appareils sont quand même très dispersés, puis il peut y avoir aussi des alliages, ce qui rend difficile leur extraction ou leur recyclage. Mais c'est quand même un chiffre intéressant et qui fait naître toute une filière en ce moment. Alors, juste pour vous donner aussi qui est le fautif, hein, de toute cette terre déplacée. Si on compte tous les métaux donc de tout le monde numérique, ça va être un tiers dû à l'or. Ensuite, c'est à peu près 20% pour cuivre, indium, palladium, et puis ensuite, le dernier 20%, c'est réparti entre plusieurs métaux comme le cobalt ou l'étain. Et donc, on voit tout de suite hein, que vous voyez que l'or n'était pas inclus dans la masse totale, hein. Il y avait très, très peu de masse d'or. Mais vous voyez que pour les impacts, c'est totalement différent. C'est vraiment l'or et l'indium hein, qui vont représenter presque la moitié de la Terre déplacée. Et puis, qui est le fautif par appareil? Il y a tout ce qui est équipement télé qui va dominer aux 60%. Et puis ensuite, on va avoir un 20% pour les équipements ordinateurs, téléphones ou réseaux. Donc les télés, très important aussi, parce qu'elles contiennent beaucoup d'indium en fait.
Et le dernier chiffre qui est intéressant à calculer, c'est finalement pour, par exemple, un téléphone intelligent, combien il a fallu extraire de terre pour fabriquer ce téléphone. Et en fait, on trouve un rapport de x50 au niveau de la masse. Donc, il faut extraire 50 fois plus de terre que la masse du téléphone pour le fabriquer. Et au niveau du volume, c'est aussi x50. Et on reste à peu près dans le même chiffre pour les autres appareils les plus typiques, comme les ordinateurs portables ou les téléconnectés. x40, x50. Il faut savoir qu'au Québec, cela représente quand même 120 kg par internaute de terre déplacée chaque année, ce qui représente quand même 2 fois le poids moyen de quelqu'un. Et il faut aussi voir qu'on est vraiment dans une moyenne basse, puisque si on considérait vraiment tout, donc on aurait pu considérer les énergies fossiles, donc encore une fois dans les usines de fabrication, puisque souvent c'est des usines en Chine qui carburent au charbon. Et donc, pour extraire ces énergies fossiles, donc le charbon ou le gaz, il a fallu aussi faire des trous, donc ça représente également de la terre déplacée. On aurait aussi pu prendre en compte le plastique qui est fait à partir de pétrole. Et donc, pour extraire le pétrole, il faut aussi faire des trous, donc ça fait également de la terre déplacée, etc., etc. Et c'est pour ça que si on compte tout, on peut arriver à ce qu'on appelle le sac à dos environnemental. Et cette fois, on trouve des chiffres jusqu'à 5 fois plus grands que ce qu'on a eu dans notre rapport. Et donc nous, en fait, on s'est vraiment cantonné aux métaux parce que c'était quelque chose de vraiment quantifiable qui nous intéressait. Mais on aurait pu aller encore plus loin et selon certains rapports, on a trouvé un chiffre jusqu'à 5 fois plus important. Alors le deuxième gros sujet que j'avais dit dans le plan, c'était tout ce qui est réseau, donc centre de données, etc., etc. Et donc là, je me demande si j'ai une question. Alors, quand on parle de réseau, on parle beaucoup de la bande passante. Et donc, la petite question pour vous. Au niveau donc, du trafic de données, quelle est l'utilisation la plus consommatrice de données? À votre avis, est-ce que c'est la vidéo en ligne de très loin? Est-ce que c'est plutôt réparti équitablement sur vidéo en ligne, web classique, réseaux sociaux et puis big data par exemple, ou est-ce que c'est vraiment le web classique qui va vraiment dominer avant les autres usages? Donc, vous pouvez répondre sur le chat. Donc on a pas mal de vidéos en streaming, il y en a qui disent que c'est le spam évidemment, qui va consommer des données. Donc là, faire un peu attention, j'ai parlé du trafic de données, et je parle vraiment du trafic de données total. Donc tout ce qui est traité et qui va conduire à une consommation d'énergie. Alors en fait, il y a plusieurs chiffres qu'on peut donner. Effectivement, si on compte au niveau de la bande passante ou au niveau de ce qui transite des réseaux des centres de données vers les utilisateurs, vous voyez que c'est vraiment la vidéo en streaming qui va dominer à 80%. Donc quand même problématique. Par contre, il ne faut pas oublier, si on regarde le rapport de Cisco, que cette partie vers l'utilisateur ne représente pas du tout toutes les données. En fait, ne représente que 15% des données traitées. Pourquoi? Parce que les trois quarts de toutes les données traitées restent dans les centres de données. C'est le within data center que vous voyez en bleu. Et qu'est-ce qui se passe dans ces data centers? Et ben, en fait, on est beaucoup plus répartis entre tous les usages. Vous voyez qu'on a à peu près 20% pour tout ce qui est moteur de recherche, 20% pour les réseaux sociaux, 20% pour le web classique, et puis même pas 10% pour la vidéo en streaming. Et donc, en fait, il faut faire un peu la pondération de ces deux informations pour trouver le total. Et cette fois, on a une répartition beaucoup plus homogène entre chaque usage au niveau du trafic de données. Alors, c'est quand même la vidéo en streaming qui arrive en premier, mais c'est 30% voilà, du trafic de données total. Et puis, en fait, je n'ai pas dit, mais on a considéré que tout ce qui est échange entre data centers, c'est à peu près comme la statistique dans les data centers. Par contre, c'est sûr que si on compte cette fois en termes d'énergie, là, on peut un peu estimer que c'est quand même le streaming qui va représenter plus de la moitié de l'énergie dépensée, parce qu'en fait, les réseaux en tant que tels consomment plus que les centres de données au niveau efficience, donc voilà, énergie par octet traité.
Donc carbone, énergie, ça va être plutôt la vidéo en streaming qui va dominer. Mais c'est pas forcément 80-90%, c'est plutôt plus de la moitié. Et encore, c'est un chiffre qui est assez difficile à calculer, puisqu'en fait, il y a des compagnies comme Netflix ou YouTube optimisent vraiment énormément ce facteur. Et donc, il fait en sorte que le streaming, finalement, consomme moins que ce qu'on pense. Donc, il faut faire un petit peu attention avec ce genre de calcul. Donc, la vidéo en streaming, oui, c'est très important, si on compte la bande passante. Par contre, si on compte vraiment les données en tant que telles, il faut faire un petit peu plus une pondération et on voit que tous les usages sont importants. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des chiffres pour les réseaux? Vous voyez donc en bleu tout ce qui est réseau et puis en rouge tout ce qui est centre de données. Donc ça, c'est des projections pour un scénario business as usual de continuité. On passe donc à un facteur x1.5 sur à peu près tous les chiffres d'ici 2025. Ce qui n'est pas tant que ça. Pourquoi? Parce que en fait, les experts estiment que la 5G ne sera pas encore assez implémentée en 2025, dans le sens où elle n'aura pas encore assez remplacé tout ce qui est 3G, 4G. Et ce n'est qu'à partir de 2030 qu'elle sera vraiment implémentée. Et donc là, on aura une réelle explosion, vous voyez, de la quantité. Là, on est sur la quantité d'énergie utilisée, avec de 1 fois 1.5 à x4, en fonction de si on est sur des mobiles ou sur des réseaux fixes. Et puis sur les centres de données, on est sur un facteur x2 quand même, entre 2025 et 2030. Et c'est vraiment énorme, puisqu'en fait, il ne faut pas oublier que ici, on compte l'énergie, mais il y a quand même des progrès technologiques qui sont aussi faits en parallèle. Notamment, la 5G consomme moins en fait, d'énergie par octet. Et donc, si on a une augmentation quand même de x2 et puis en tout x8 depuis 2020 jusqu'à 2030, ça veut dire que l'amélioration technologique n'a pas suffi à compenser le trafic de données en hausse. Et donc, qu'il y a une explosion littérale du trafic de données. Et on peut le voir un petit peu au Québec, où cette fois c'est en octets, l'axe des Y, où vous voyez les courbes vraiment exponentielles pour le trafic de données dans les data centers. Alors le trafic des réseaux monte un peu moins au Québec, d'après les projections. Mais voilà, au niveau des data centers, on a vraiment une progression très nette, et puis l'électricité devrait suivre également. Par contre, l'électricité des réseaux, grâce au progrès technologique, devrait à peu près stagner, en tout cas dans des pays comme le Québec. Alors, il faut faire un petit peu attention pour les centres de données, puisque c'est en fait très très compliqué de savoir quelle est la consommation d'un pays en particulier, puisque bien entendu, c'est des centres qui vont être physiquement présents dans un seul endroit. Et donc, en l'occurrence, il y en a beaucoup aux États-Unis, là où il y a les compagnies. Il y en a aussi là où il y a beaucoup d'utilisateurs, comme en Europe ou un petit peu en Asie. Et donc, on va avoir du mal à dire, est-ce que c'est la faute des États-Unis de consommer autant d'énergie pour leur centre de données, si c'est le Canada qui les utilise, etc. etc. Aussi, j'ai vraiment insisté sur les centres de données, c'est que si vous lisiez des publications d'il y a quelques années, il y a 4 ans, 5 ans, vous tombiez sur des articles comme les centres de données consomment de plus en plus de façon exponentielle, et donc ils vont consommer aussi de l'électricité de façon exponentielle, et donc on est vraiment dans un scénario noir où Internet va consommer plus de la moitié de l'électricité d'ici 2030. Ce sera un vrai cauchemar. En fait, il faut savoir que ça s'est un peu amélioré quand même récemment. Alors ça, c'est un article qui a été publié dans une revue, la revue Science. Et en fait, elle nous montre, oui, effectivement, le trafic de données en rouge a augmenté, tant au niveau du trafic total que du nombre de centres de données qui ont été fabriqués, que du nombre de serveurs qui ont été achetés et implémentés, etc., etc. Mais également, il y a eu énormément de progrès technologiques, donc en bleu, où on consomme beaucoup moins d'énergie pour le refroidissement. On a des processus de computation qui sont beaucoup plus efficaces en énergie par octet. Et puis, on arrive beaucoup mieux à paralléliser effectivement aussi les processus. Donc, en fait, on a beaucoup compensé l'augmentation de la... Pardon? Alors, j'entends pas. Pardon? Est-ce que vous pouvez répéter? Non, ok. Peut-être que c'était pas pour moi. Et donc, vous voyez, voilà,
une très nette compensation, en fait, d'après cet article en tout cas. Là, on a le changement relatif à peu près en 10 ans, entre 2020 et 2018-2010. Et d'après les auteurs de cet article vont affirmer que justement, entre 2010 et 2018, bah, on a à peu près stagné l'électricité qui a été utilisée pour les centres de données, étant donné qu'on a beaucoup mieux réparti les charges de travail. Vous voyez qu'en 2010, on était beaucoup plus sur des serveurs traditionnels. Et puis ensuite, on est tombé sur des choses comme en 2018, où on est allé beaucoup plus vers de l'informatique en nuage, donc en orange, et puis également beaucoup plus de centres de données géants qu'on appelle hyperscale en jaune. Et donc, cette meilleure répartition nous a permis éventuellement de faire stagner la consommation d'électricité. Et ils nous disent même que si demain on doublait notre consommation de données dans les centres de données, et ben on aurait quand même la même électricité qu'on peut consommer. Pourquoi? Parce que les centres de données hyperscale sont beaucoup plus efficaces. Alors ça, c'est des chiffres qui ne sont pas forcément acceptés par tout le monde. Il faut savoir qu'il n'y a pas forcément de consensus. Donc, on va retrouver ce genre de chiffres chez Green IT ou dans l'article de Science, hein, avec 200 TWh en tout pour les centres de données. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres rapports, comme celui d'André, dont se base le Shift Project, ou le Border State Institute, qui vont vous dire en fait ça a augmenté x2. Donc, on est passé de 200 TWh en 2010 à 400 TWh en 2020. Donc, nous, on n'avait vraiment aucune raison de privilégier l'un des deux. Et donc, on a pris un peu une moyenne entre tout ça. Également, pour les centres de données, il peut être aussi intéressant au niveau méthodologique de savoir est-ce qu'on prend en compte les gaz de refroidissement, comme un peu dans les frigos si on veut, hein, puisque c'est des gaz qui ne sont pas censés s'échapper, mais il y a quand même des fuites. Donc c'est le HFC 22 et 134. Hein. C'est des très très puissants gaz à effet de serre qui peuvent aussi avoir un impact plutôt donc climatique. Hein. Et en fait, quand on essaie de les compter un petit peu en moyenne globale, on voit que c'est important, mais ça ne change pas non plus la donne a priori. Donc, toujours des paramètres de savoir est-ce qu'on les inclut, est-ce qu'on les exclut. On peut toujours raffiner l'étude à un moment donné. Alors, pour résumer un petit peu tout ce que j'ai dit sur l'électricité et puis empreinte carbone, pour l'énergie, donc l'électricité, mais aussi l'énergie finale, en fait, on est réparti comme suit. Les appareils utilisateurs vont représenter presque 2/3 de l'énergie finale consommée par le monde numérique en 2020. Et puis ensuite, le dernier 30% va être séparé en deux entre les réseaux et les centres de données. Pour ce qui est de la répartition utilisation versus fabrication, on est beaucoup plus sur des 50-50 au niveau mondial, avec une légère préférence pour l'utilisation. Par contre, vous voyez qu'au Québec, on est beaucoup plus, l'utilisation va être quand même plus importante que la fabrication. Donc, il semblerait que des pays comme des régions ou des utilisateurs comme les Québécois consomment plus en moyenne d'électricité pour leur monde numérique que la moyenne mondiale. Et puis, pour la division au Québec, hein, entre les 3/3, on est à peu près sur la même chose que dans le monde. Le monde numérique, hein, c'est énorme au niveau énergie. Ça représenterait 7 fois la consommation d'énergie du Québec sur un an. Et on peut estimer qu'il faudrait 10 fois la puissance d'Hydro-Québec, fonctionnant en continu, pour suppléer le monde numérique. Alors, au niveau carbone, on est à peu près sur la même répartition dans le monde entier, avec 60% pour les appareils utilisateurs, et puis également 50-50 pour la fabrication et l'utilisation. Par contre, ça va être intéressant de regarder au niveau du Québec, parce que vous savez peut-être que les émissions du monde numérique au Québec, c'est des émissions importées finalement, puisque, comme je vous ai montré avec la carte, hein, elles viennent surtout d'Asie. Et c'est là où il y a des usines qui carburent plutôt avec de l'électricité qui provient du charbon, et donc très carbonée. Ce qui va faire que les émissions importées au niveau de la fabrication vont être très carbonées, et donc vont peser très très lourd dans le bilan carbone du Québec au niveau numérique. L'utilisation, elle va peser beaucoup moins lourd, parce que, comme on sait tous, on est sur hydro, qui est une énergie plutôt propre. Et pour la répartition, donc appareil versus le reste,
on est quand même sur une plus grande proportion au Québec pour les centres de données, puisque en fait, il y a tout un processus de vente et de répartition d'électricité des centres de données avec les États-Unis, qui sont parfois beaucoup moins décarbonés, donc ça va jouer. Mais bon, on n'est pas non plus sur une statistique qui change la donne du tout au tout. Et puis au niveau carbone, hein, c'est quand même le numérique mondial est quand même énorme puisque ça représente 30 fois les émissions donc de la province de Québec sur un an. Donc en résumé, et alors on est sur une énergie finale hein, chaque jour pour chaque Québécois, comme un radiateur de 1000 watts qui fonctionnerait pendant 4 heures. Et c'est quand même le double hein, de la moyenne mondiale. Et en tout, au Québec, le numérique représente 2,5% de sa consommation d'énergie finale. Et ce serait 0,4 fois la consommation d'une ville comme Montréal. Au niveau carbone, c'est comme si chacun faisait chaque jour 7 km en voiture. Et ce qui est quand même énorme, parce qu'en fait, si on reporte ça sur un an, bah, c'est presque plus d'un quart hein, du forfait carbone soutenable pour respecter l'accord de Paris. Donc c'est quand même assez conséquent. Au total, les émissions carbone, c'est 5% des émissions du Québec, si on compte les émissions importées, bien sûr. Et pareil, hein, ce serait 0,4 fois les émissions du carbone hein, d'une ville comme Montréal. Au niveau des déchets électroniques, on est presque au même poids de choses jetées que de choses achetées par personne et par an, avec 8 kilotonnes, ce qui représente quand même 4% de tous les déchets pendant un an d'une ville comme Montréal. Et puis au niveau de la terre déplacée, chaque jour, hein, c'est quand même le poids d'une canette de 33 centilitres qui est déplacée par personne. Donc c'est quand même beaucoup. Et j'en ai pas parlé pour pas alourdir, mais il y a également de l'épuisement des métaux critiques, parce que évidemment, il n'y a pas que des minerais qu'on extrait, mais il y a aussi le fait que certains métaux sont en quantité limitée dans le sol. Et donc finalement, quand on les disperse en les utilisant dans les électroniques, bah, c'est un stock que ne pourront pas utiliser les générations futures. Et on peut le compter, bon, c'est un peu technique, mais en équivalent anti-moine. Et on est aussi sur des quantités assez importantes d'épuisement des métaux critiques. Alors, pour ne pas vous laisser juste sur cette note, on va essayer de voir quelques moyens d'action. Alors, on peut dire de façon générale qu'il faut limiter l'obsolescence hein, sous toutes ses formes pour pouvoir diminuer cette empreinte. Notamment, bah, éviter les offres type téléphone à $0 qui nous poussent à renouveler nos terminaux. S'opposer à l'injonction au gadget, c'est-à-dire à toujours avoir besoin d'un smartphone pour n'importe quelle utilisation de la vie courante, ou aussi à la logique d'évolution continue des appareils, et également au renouvellement logiciel qu'on nous impose. Hein. Parfois, on est obligé de jeter notre appareil parce qu'on n'a plus la bonne version d'OS. Bah, essayer de refuser tout simplement le plus possible hein, tous les usages non nécessaires d'appareils électroniques. Essayer aussi de favoriser le pro-perso, donc c'est des appareils qui vont être utilisés et au travail et chez les particuliers. Et puis en règle générale, bah, diminuer la production d'appareils, puisqu'on a vu que le gros de l'affaire, hein, c'était finalement la phase de fabrication, surtout au Québec. Donc on pourrait éventuellement instaurer des quotas ou des taxes à l'achat. Si on doit vraiment acheter des appareils, bah, essayer de favoriser des constructeurs vertueux. Donc a priori, c'est ceux qui sont les plus transparents déjà, qui publient les chiffres au niveau du carbone et au niveau des matériaux de leurs appareils. Il y a notamment des rapports de Greenpeace hein, qui parlent un peu de tout ça. Et puis essayer de limiter le nombre d'écrans utilisés, puisque si vous vous rappelez, hein, par exemple, il y a la statistique sur la terre déplacée, c'était beaucoup les télés. Et en fait, c'est dû notamment à la taille des écrans, puisque plus l'écran est grand, plus il va consommer, et puis plus il va avoir besoin d'indium. Et on pourrait penser, bah, par exemple, à remplacer les achats d'écran par des achats de projecteurs qui vont avoir beaucoup moins de matériaux en l'occurrence. Et il y a des choses que vous pouvez faire aussi sur Internet. Une des plus efficaces, comme on l'a vu, hein, c'est au niveau de la vidéo. Et donc, pourquoi pas bah, baisser la qualité des vidéos regardées sur diverses plateformes. Juste pour vous donner aussi des clés de compréhension sur les limitations. Donc, notre étude dépend malheureusement beaucoup des chiffres sur les télévisions. Donc, c'est vrai que si ces chiffres arrivaient à être imparfaits, bah, ça changerait nos statistiques finales.
On n'a pas non plus pu quantifier précisément quelle était la part du trafic au Canada qui venait de l'étranger et inversement, quelle est la part donc de l'étranger qui consomme des choses au Canada au niveau numérique. Et puis, on aurait pu aller plus loin, on aurait pu quantifier la tension sur l'eau douce, on aurait pu quantifier la perte de biodiversité, la toxicité pour l'humain, etc., qui sont d'autres paramètres environnementaux très intéressants et très pertinents. Et on aurait pu prendre encore plus de facteurs en compte, hein. Je vous ai présenté certains facteurs qu'on a essayé de calculer comme les gaz fluorés, mais on aurait pu essayer de s'intéresser aux usines en tant que telles, qu'est-ce qu'elles consomment, etc. Et puis également, je lance une invitation. Ça serait vraiment intéressant de quantifier les apports du numérique pour certains usages, hein, comme le télétravail, à quel point ça permet d'économiser de l'énergie et puis des GES, versus se déplacer par exemple. De façon générale, il y a quelque chose à retenir sur les rapports sur le numérique. Dans un très bon papier dans The Guardian il y a quelques années, cet auteur nous avait livré 3 points très importants. Et le premier point, c'est qu'il y a un manque de sensibilisation au niveau du numérique. C'est-à-dire que tout le monde pense que c'est quelque chose de virtuel. C'est vrai que l'informatique en nuage cloud renforce un petit peu cette impression. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas beaucoup de levier de contrôle. C'est-à-dire que même si en tant qu'utilisateur, on voudrait faire des choses, on aurait des actions finalement dispersées et assez limitées. Et c'est surtout en fait les géants du numérique qui sont vraiment pas très coopératifs et qui pourraient en fait avoir beaucoup de leviers de contrôle. Et puis le troisième point, c'est le rythme du changement. Pourquoi? Parce que faut savoir que ce genre d'études qu'on vous présente se base sur des articles scientifiques, il y a qui ont au moins 3-4 ans d'âge, qui eux-mêmes se basent sur des données qui ont été faites il y a aussi 4 ans, et qui eux-mêmes parfois se basent sur des appareils qui existent depuis quelques années. Et donc on voit bien qu'entre la sortie du rapport et la réalité, il peut se passer parfois 10 ans de temps. Et donc finalement, on est toujours décalé comme ça par rapport à la réalité. Il y a ça. Et puis le deuxième point, c'est que nos résultats deviennent moins significatifs au cours du temps. C'est-à-dire que ce rapport est sorti en 2020, mais ça se trouve, dans même pas quelques années, les chiffres seront totalement différents parce qu'il y aura un progrès technologique quelconque. Et le troisième point, c'est que c'est difficile d'avoir une référence constante. Par exemple, comment comparer les générations 4G, 5G, etc., puisque parfois elles sont totalement différentes. Donc en conclusion, on pourrait dire que le numérique pèse 5% à peu près des émissions de carbone, 3% de l'énergie dans des zones comme le Québec, des milliards de tonnes de terres déplacées et des millions de tonnes d'épuisement des métaux critiques dans le monde. C'est pas forcément le plus lourd, c'est vrai que par exemple en agriculture, c'est 14% des GES, le chauffage, c'est 25% de l'énergie. Également pour les métaux rares, c'est pas ça qui consomme le plus non plus, il y a beaucoup de pots catalytiques notamment qui consomment beaucoup de métaux rares. Par contre, il faut retenir quand même que pour l'or et le palladium, c'est vraiment l'électronique qui va vraiment prédominer. Le numérique pourrait presque s'améliorer finalement si on avait des centres de données mieux gérés, qu'on recyclait mieux nos appareils et qu'on faisait beaucoup de progrès au niveau du trafic réseau. On pourrait espérer avoir un numérique plus vert. Mais malheureusement, c'est toujours pareil. En fait, au niveau du numérique, il y a toujours des mots qui y sont associés. Efficacité, immédiateté, en un clic, temps réel, il faut toujours qu'il y ait une logique de progrès, il faut toujours qu'il y ait une logique de divertissement aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose où on ne se prend pas la tête, finalement on ne calcule pas trop ce qu'on fait sur Internet, etc., etc. Et donc on peut se demander, finalement, toutes ces intentions d'amélioration technologique sont bien bonnes, mais est-ce que le numérique ne porte pas en son ADN le fait qu'il n'est pas soutenable, puisqu'il va y avoir des effets rebonds incroyables, c'est-à-dire qu'on aura beau faire beaucoup d'innovation technologique, si derrière on ne sait pas se limiter au niveau de l'utilisation, la facture totale va aller que en s'accroissant. Et ça, c'est un très gros problème. La deuxième chose, c'est que le numérique est toujours sur des logiques exponentielles, avec la loi de Moore qui dit voilà, la puissance de calcul va augmenter de temps entre chaque année. Et puis, il fonctionne aussi sur une logique d'empilement plutôt que de substitution, avec par exemple l'empilement de 2G, 3G, 4G, 5G à chaque fois, et qui fait qu'on n'a pas vraiment de réel progrès technologique. Il y a beaucoup de pays qui ont encore
par exemple leurs technologies 2G qui sont toujours en actualité et qui sont toujours en marche, puisque le système repose en fait beaucoup sur des systèmes qui sont assez anciens. Et donc, malgré les innovations technologiques, il y a tout un empilement comme ça qui fait que le système n'est pas forcément très efficace en bout de chaîne. Et puis, la troisième image, c'est finalement celle-ci. On est en train de numériser notre économie, si on peut dire, de digitaliser. Mais est-ce que ce ne sera pas au prix de reporter tous les impacts finalement sur le numérique? Donc, aux États-Unis, Internet, c'est à peu près 10% de l'électricité aujourd'hui. Et il y a des papiers qui disent peut-être qu'en 2030-2040, ce sera la moitié de l'électricité qui ira pour Internet. Et donc, c'est un gros problème, puisqu'on peut se dire, on est en train de digitaliser, tout va bien, mais en fait, on est juste en train de reporter nos impacts. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les trajectoires du numérique qui sont aussi inquiétantes, plutôt que juste les chiffres en absolu. Au Québec, c'est un peu décevant, puisque malgré une électricité quand même assez propre, l'impact carbone reste assez important, dû aux importations. Et puis, voilà, cette phase de fabrication domine au Québec. Et puis enfin, je vous laisserai sur cette image qui nous montre, que j'ai essayé un peu d'aborder dans l'exposé, c'est que finalement, au début de la chaîne, c'est souvent quand même les pays pauvres qui payent la facture, surtout au niveau de la fabrication, en allant extraire beaucoup de matériaux dans des mines parfois pas très reluisantes. Et puis malheureusement, c'est bouclé parce que à la fin de la chaîne, c'est eux aussi qui vont faire les frais de consommation numérique en recevant en fait nos déchets électroniques pour les recycler tant bien que mal. Et donc pour aller plus loin, en fait, je vous encourage à aller voir ces documentaires qui vous montrent un petit peu la face cachée des déchets, où en fait on se rend compte que malheureusement, malgré le fait qu'il y ait des filières légales de recyclage des déchets, en fait, les logiques de rentabilité font que ces appareils vont en fait finir souvent en Asie ou en Afrique dans des décharges illégales. Et je vous ai mis les liens principaux, si on peut dire, donc le rapport du Shift Project et puis les principales instances qui nous ont permis de construire le rapport. Et puis je vous remercie pour votre attention. Et je vous donne un petit teasing sur le guide de conversion numérique au low-tech pour le prochain exposé de la semaine prochaine qui parlera justement de low-tech. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, on va les prendre tout de suite. Voilà. Alors, je sais si on prend les questions que sur le chat ou est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir aller parler à l'oral? Ouais, c'est ça. Okay. S'il y a les personnes qui veulent poser à l'oral, ils sont invités à le faire. Sinon, tu peux lire les questions sur le chat directement. Yes. Alors, je vais, sauf si quelqu'un prend la parole, je vais lire les premières questions. Et puis ensuite, je vous encourage plutôt à aller sur le canal audio. Ce sera quand même plus simple. Alors, je vais essayer de remonter. Bon, ok. Alors, effet rebond. Donc oui, la consommation supplémentaire liée à la réduction des limites, effectivement. Donc oui, c'est ça, j'ai essayé d'en parler. Donc l'effet rebond, effectivement, est très important. Alors, il est toujours difficile à quantifier, puisque c'est toujours des effets indirects. Nous, on a parlé plutôt des effets directs. Mais voilà, les publications qu'on trouve sur les effets rebonds, c'est des publications plus qualitatives ou plus sociétales qui vont essayer de voir, par exemple, pour certains usages comme le covoiturage ou le télétravail, est-ce que finalement, au final, on y gagne, notamment en termes de gaz à effet de serre, par exemple. Et les publications semblent montrer que non, on n'y gagne pas, parce que oui, on va pouvoir effectivement réduire, avec le covoiturage, on va pouvoir effectivement réduire l'impact carbone par passager, mais malheureusement, on va aussi encourager les passagers à voyager plus loin et plus souvent, donc ce qui fait qu'on va augmenter la facture carbone au final. Alors ensuite, il me semble que le problème écologique n'est pas dû aux technologies numériques, mais plus à un mode d'économie linéaire. Effectivement, est-ce possible d'avoir une économie circulaire ouverte tout en utilisant intelligemment ces technologies numériques? Alors, effectivement, on n'est pas là sur un exposé qui voudrait
qui voudrait voilà, résoudre le problème en montrant tous les tenants et tous les aboutissants. C'est sûr que le numérique fait partie de l'économie de marché qu'on a dans nos sociétés actuelles. Et donc, effectivement, ce n'est pas le seul responsable, hein, c'est vraiment plus une conséquence finalement de nos usages. Ça, j'ai essayé de le montrer vers la fin de l'exposé. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une logique de surconsommation, d'aller toujours plus loin et puis d'offrir un confort maximal pour tous. Ce qui fait que le numérique doit suivre derrière pour suivre cette injonction. Et donc, effectivement, ça, c'est le premier point de vue. Donc, ce n'est pas juste le numérique. Après, sur l'économie circulaire, c'est vrai qu'on peut être plus sceptique parce que ça paraît donc être quelque chose d'a priori vertueux. Hein. Donc, l'économie circulaire, c'est que on va recycler en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'il n'y aura presque pas de déchets. On va réutiliser les choses qu'on a produites pour fabriquer de nouvelles choses. C'est un peu ça l'idée. Le problème, c'est que déjà, premier point, c'est très difficile à faire. Comme j'essayais de vous le dire un petit peu au milieu de l'exposé, il y a des métaux, ils sont sous forme d'alliage, ils sont très dispersés. Et donc, les filières de recyclage vont avoir énormément de mal finalement à recycler ces métaux. Ou alors, quand ils vont le faire, ils vont utiliser beaucoup de produits chimiques qui vont être très délétères pour l'environnement. Donc, c'est jamais gratuit en fait de recycler comme ça. Donc, l'économie circulaire dépend en fait beaucoup de flux entrants. C'est-à-dire que si on fait la boucle de l'économie circulaire, on va se rendre compte qu'on a besoin de toute façon de l'énergie qui va être réinjectée pour pouvoir recycler, des matériaux comme des produits chimiques qui vont aussi être réinjectés pour pouvoir circulariser tout ça. Et donc finalement, il n'y a rien qui soit circulaire parce qu'il y a forcément des intrants qu'on a dû mettre dans la chaîne pour pouvoir faire une sorte de pseudo-circularité. Et donc, ce n'est pas une fatalité, mais en tout cas, il faut bien avoir en compte que les lois de la physique nous disent que c'est jamais gratuit et que de toute façon, il y a quand même une dépense quelque part. Donc après, il y a toute la controverse de savoir, est-ce que finalement on choisit où on pollue pour pouvoir le faire au mieux, parce que c'est vrai qu'il y a des zones qui sont plus ou moins importantes à conserver. Mais d'un point de vue global, c'est très difficile quand même de circulariser tout ça. Alors, est-ce que les centres de données, ça inclut les fermes de minage de blockchain? Alors, je ne sais pas. C'est une bonne question. Comme ça, je dirais non, parce que les centres de données, c'est quelque chose de bien précis. C'est des serveurs et puis des endroits qui sont faits pour ça. Justement, on a parlé des hyperscale, c'est vraiment des énormes structures qui sont refroidies d'une façon vraiment efficiente et optimisée pour pouvoir diminuer les coûts. Donc, c'est vrai que les fermes de blockchain, c'est pas vraiment la même chose. C'est pas des choses qui vont conserver des données sur des disques durs. C'est plutôt des choses qui vont faire des calculs sur des cartes graphiques. Donc, on n'est pas sur la même chose. Après, au niveau des blockchains, je pense que c'est vrai que l'impact énergétique est très important. Il y a un rapport d'un institut qui s'appelle l'IREC, qui est à Montréal, et qui disait que c'était 600 kWh par transaction Bitcoin, par exemple, qui était consommé. Donc, c'est énorme. Hein. C'est presque, si on reporte ça en termes d'années de travail humain, c'est quand même 6 années de travail physique humain pour juste une transaction de Bitcoin. Donc, on est sur quelque chose d'assez énorme. Après, sur le chiffre total, c'est vrai que ça reste quand même négligeable par rapport à d'autres usages pour l'instant. Et heureusement, puisque ce n'est pas un usage qui paraît, en tout cas, a priori, indispensable. Donc les blockchains, c'est peut-être la trajectoire qui est aussi problématique. Et pour l'instant, on n'est pas sur quelque chose de trop grave. Alors oui, vous pouvez prendre le micro, allez-y. Salut Maxime, merci pour ta présentation. C'est mieux que Guillaume Pitron comme présentation, je trouve. Plus complet. Si tu pouvais donner une année qui correspondrait à la consommation d'énergie ou de produits numériques, de train de vie, comme est-ce que ce serait les années 70, les années… de référence qui serait vertueuse? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, c'est vrai que j'avais fait un petit calcul il n'y a pas longtemps pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être vertueux. Donc, il y a un paramètre qui est assez marrant. Il y a un paramètre qui marche pas mal, c'est le carbone, puisqu'on sait qu'il faut être à 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne chaque année
pour respecter l'accord de Paris. Donc ça, on a un cap. Par contre, c'est vrai que pour l'énergie, on n'a pas trop de cap. Il n'y a pas vraiment de politique qui dit on va limiter à tant de mégawattheures par personne. Donc là, déjà, c'est plus compliqué. Et puis au niveau métaux, clairement, on est sur quelque chose d'encore plus compliqué parce qu'on ne sait pas en équivalent or ou en équivalent argent, qu'est-ce qu'il faudrait consommer. Mais en tout cas, si on se fixe par rapport à l'équivalent carbone, on est sur une division du x10 du numérique au niveau de tout. Donc en l'occurrence des émissions carbone et des consommations d'énergie. Donc il faudrait diviser par 10. Et si on divise par 10, mais pas le trafic de données, parce qu'on a fait des progrès technologiques. Donc il faudrait diviser par 10 la consommation d'énergie. C'est clair qu'on remonte dans un numérique des années 2000. Quoi. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Après, c'est difficile à estimer parce que c'est vraiment des calculs vraiment de point de table qui sont des moyennes très grossières. Mais il faut prendre en compte aussi que tous les progrès technologiques ont changé totalement l'univers numérique. Et ce qui fait que maintenant, c'est très, très compliqué de se dire est-ce qu'on peut retourner en arrière ou même d'imaginer ce que serait le numérique si on devait diviser par 10, puisque c'est pas dit que tous ces progrès technologiques ne soient pas supportés par cette consommation accrue depuis quelques années. Donc, il y a un retour en arrière qui est très difficile à estimer. Mais voilà, c'est à peu près pour vous donner un ordre de grandeur. Sinon, sur les autres chiffres, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'essayer de trouver des publications qui parlent de ça. Mais voilà, juste pour insister, on est vraiment sur le problème du changement technologique qui fait qu'on change de paradigme à chaque fois et c'est très compliqué de garder la même référence. Le Québec veut limiter les centres de blockchain des villes. Alors oui, effectivement, le Québec a mis un très très gros cran d'arrêt au blockchain, puisqu'à un moment donné, c'était quelque chose qui était très en vogue, il y avait beaucoup d'entreprises qui voulaient se lancer là-dedans, parce que bien entendu, il y a beaucoup de possibilités de refroidir par le froid au niveau de tout ce qui est à Montréal ou au Québec en général. Et donc, ça devient assez intéressant puisque les cartes graphiques qui font des calculs pour les blockchains requièrent énormément de refroidissement, notamment, et surtout l'électricité qui était pas chère au Québec. Par contre, le gouvernement du Québec a dit bon, attendez, si vous voulez implémenter tant de puissance pour les blockchains, le problème c'est qu'il va falloir mettre tant % de l'hydro en continu avec des pics sur la blockchain. Et donc, nous, on n'est pas du tout prêts pour faire ça. Et puis, on pense que ce n'est pas forcément la priorité. Et donc, c'est vrai que le Québec a dit non à pas mal de projets comme ça qui voulaient tout simplement faire des fermes de blockchain. Après, je pense qu'il y en a quand même une certaine proportion qui a commencé à s'implémenter. Donc, je n'ai pas forcément suivi toute l'actualité, mais je sais qu'il y a eu un coup de frein dans Alors, la blockchain. Oui, alors c'est vrai que sur la blockchain, il y a des différentes façons. Donc, il n'y a pas que la preuve de travail, donc il n'y a pas que le nombre de calculs, il n'y a pas que la méthode où tu fais un très très gros calcul pour pouvoir prouver que tu as fait ta transaction qui existe. Il y a aussi d'autres choses. Alors, c'est vrai que ça peut être une piste pour l'avenir. Après, pour l'instant, c'est pas encore assez implémenté, je pense. En tout cas, ça n'a pas encore fait ses preuves. Nous, c'est vrai qu'on ne calcule pas forcément vraiment à la base. On essaie de trouver des rapports qui ont calculé des choses et puis on essaie de faire une synthèse. Donc, il faudra voir si ces rapports essayent de donner une conclusion par rapport à la blockchain. Mais en tout cas, tout ce qui est crypto-monnaie, il y a une étude très intéressante qui a été publiée dans Nature Énergie, je crois, il n'y a pas longtemps, qui montrait qu'au niveau énergie, c'était presque aussi énergétique de miner une unité de crypto-monnaie par rapport à une unité de métal réel, c'est-à-dire or ou argent, par exemple. Donc, autrement dit, il fallait dépenser la même quantité d'énergie pour produire $1 de Bitcoin versus $1 d'or. Et donc, on avait un petit peu une limite finalement de la numérisation
puisque voilà, le Bitcoin vaut très très cher, presque, et il vaut plusieurs milliers de dollars le Bitcoin, et donc c'est pour ça que finalement, rapporté au coût total, ça fait quand même énormément d'énergie pour produire du Bitcoin. C'est quoi les dates des pics des matériaux rares en général? Alors, c'est vrai que je me rappelle plus très bien du pic de tout, mais alors il faut savoir que de toute façon ça change. Déjà, ça varie par métal, ça dépend du métal, mais surtout ça varie dans le temps, puisque ça dépend de quel gisement on trouve, de quelle technologie on utilise. Déjà pour aller miner de plus en plus profond, pour exploiter des gisements qui étaient jusque-là inexploitables. Mais surtout, il faut se rappeler ce que j'ai dit au début de l'exposé sur les mines urbaines qui pourraient un peu changer la donne. Parce que finalement, si on arrive à aller miner l'or directement dans les décharges électroniques, là, on recule le pic énormément. Puisque cette fois, on va extraire de l'or qu'on a déjà extrait dans le passé. Donc finalement, le pic est intéressant, mais l'histoire des métaux, c'est pas pareil que l'énergie, parce que quand on brûle du pétrole, c'est un petit peu fini, hein, on ne peut pas le récupérer, ça c'est clair, ça vient du CO2. Par contre, les métaux, on peut estimer que ce n'est pas des réactions nucléaires hein, qui se produisent, hein, c'est juste la dispersion des métaux. Donc on pourrait imaginer qu'on rassemble un peu tout ça. C'est-à-dire que les atomes d'or sont toujours là sur Terre, c'est juste qu'ils sont à des endroits différents. Et donc, pour moi, c'est une logique un peu différente où on pourrait éventuellement imaginer qu'on rassemble un petit peu tous ces matériaux et qu'on puisse les réutiliser. Donc, c'est pour ça que je me méfie un petit peu des pics de consommation de métaux. Après, sinon, je me rappelle, je crois... Ouais, c'est ça, il y a des métaux qui sont vraiment très, très problématiques au niveau d'approvisionnement. C'est par exemple le tungstène, des choses comme ça. Mais en fait, il va y avoir un autre paramètre très très important pour les métaux, c'est des risques géopolitiques. C'est-à-dire que ça va beaucoup dépendre de ça. Parce que c'est vrai que les scientifiques, on a tendance à faire des calculs un peu pointables. On se dit, bon, il y en a tant sur Terre, donc on a besoin de temps, donc le pic, ce sera en telle année. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il y en a sur Terre en Chine ou est-ce qu'il y en a sur Terre dans un pays où il y a une guerre ou est-ce qu'il y en a sur Terre au Canada? C'est pas pareil. On n'aura pas du tout la même accessibilité. Donc ça va jouer énormément, puisque un pays, même justement comme le Canada, n'est pas forcément le mieux parce qu'il peut choisir de ne pas exploiter des mines pour préserver la nature à côté. Ou alors il peut y avoir un embargo sur un pays, il peut y avoir X raisons qui font que le gisement ne sera pas exploité. Donc finalement, on se rend compte très très vite que ce genre de données théoriques n'est en fait pas du tout calqué sur la réalité. Et donc faire une moyenne de l'année où on va commencer à se dire mince, on n'en a vraiment plus, on est vraiment dans le pétrin, c'est pas du tout facile à estimer. Alors pour le recyclage des métaux dans les appareils électroniques, est-ce qu'il n'y a pas une limite? Est-ce qu'on sait déjà recycler 100% des métaux d'un smartphone? Alors oui, c'est ça, c'est ce que j'ai essayé un peu de dire, je ne sais pas si c'était clair. C'est clair qu'il y a une grosse limite. On est sur, si vous voulez, remonter à la slide correspondante, mais c'est clair que vous vous rappelez qu'il y avait un code couleur hein, sur. C'était pas les métaux recyclés, mais c'était la part de métal recyclé dans le total métal utilisé. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de rouge, hein, il y a quand même beaucoup de métaux qui proviennent pas du tout de sources recyclées. Et puis, il y en a quelques-uns qui sont un peu mieux, mais c'est surtout des métaux faciles, hein, comme l'aluminium, le fer, des choses comme ça, pour le groupe des platines, si on veut. Et puis, les métaux en fait, qui sont les plus recyclés, c'est les métaux les plus précieux, c'est-à-dire l'or, qui est vraiment le métal que tout le monde essaie de recycler dans les appareils électroniques, parce que c'est lui qui va rapporter le plus d'argent, tout simplement. Et donc, on se rend compte très vite, encore une fois, je reviens au principe de réalisme, hein, c'est comme pour les risques géopolitiques. On abandonne un petit peu la physique et puis on revient sur un truc plus pragmatique comme l'argent. C'est que voilà, les gens vont investir de l'argent et du temps dans le recyclage si jamais c'est rentable. Et donc, c'est le cas pour l'or. C'est le cas aussi pour le cuivre, il me semble, dans beaucoup de cas. Mais il y a des cas où c'est pas du tout rentable. Les terres rares, des choses comme ça, c'est pas du tout implémenté, quoi. Donc
Donc, en gros, pour répondre à la question, est-ce qu'on sait recycler 100% des métaux? Clairement pas. Par métal, est-ce qu'on sait recycler la totalité de ce métal? Clairement pas. Et on est beaucoup autour de 10%, même pas. Est-ce qu'il y a une limite? Oui, ça c'est clair. Les gens essayent un petit peu de reculer cette limite pour essayer de voir si on peut rendre ça circulaire. Mais on est encore très loin du compte. Est-ce qu'il est possible de revoir les présentations liées au sujet? Quel sujet? Je ne sais pas. Maxime, Ouais. j'aurais juste une question par rapport à ce que qu'est-ce que tu penses des nouvelles recherches qui essayent de construire de nouveaux appareils numériques qui ne dépendraient pas justement des terres rares? Donc, il y a beaucoup au niveau déjà des batteries de stockage d'électricité et d'énergie qui utilisent, qui utilisent moins de terres rares et de métaux critiques. Qu'est-ce que tu penses de ces recherches? Ouais, alors je réinsiste juste un petit point sur le terre rare, métaux rares. Donc, terre rare, c'est vraiment les métaux où il y a marqué REE là sur mon truc. Et donc, c'est vraiment même pas une dizaine de métaux. Et donc, le plus important, il faut parler de métaux rares, surtout pas de terre rare. Parce que sinon, les gens utilisent cet argument pour dire bon, les terres rares, on s'en fiche, c'est pas forcément un problème. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de terres rares qui sont substituables. On peut remplacer le néodyme ou l'europium par d'autres choses, en règle générale. Et donc, c'est pour ça que si on commence notre question en disant est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer les terres rares, les gens vont nous dire oui, c'est bon, c'est facile. Après, si on dit métaux rares, là, c'est plus compliqué. Et c'est clair que oui, il y a des nouvelles technologies qui essaient de limiter le nombre de métaux rares. Cependant, je n'ai pas beaucoup vu d'études qui limitent vraiment, parce que souvent, ils vont remplacer un métal par un autre. Et parfois, c'est un métal, à l'instant T, il va être peut-être plus disponible. Mais voilà, si la filière se met en œuvre et qu'elle commence à épuiser ce métal-là, ça va juste déplacer le problème. Donc après, je ne sais pas si tu avais des exemples en tête, mais tout ce que j'ai vu, en tout cas, au niveau de la recherche qui était faite même autour de moi, je n'avais pas l'impression qu'il y avait un réel changement de paradigme avec des métaux vraiment plus abondants. Ou alors, quand c'était des métaux plus abondants, parce que c'est vrai que j'ai vu des gens qui travaillaient sur des trucs de fer, donc c'est quand même assez facile à s'en procurer. C'était vraiment des choses au stade expérimental. On était vraiment encore dans le laboratoire et pas du tout sur une production industrielle, voire encore moins sur un produit final. Donc finalement, j'ai tendance à être aussi peut-être optimiste. Peut-être que ça va arriver dans plusieurs années, mais peut-être trop tard malheureusement. C'est-à-dire que les impacts ont lieu maintenant. Et ça ne me paraît pas encore être viable, même 5 ans ou 10 ans même. Ok, parce que j'ai vu un article sur la presse ce matin qui justement, il y a un laboratoire de recherche avec donc Hydro-Québec, une entreprise qui justement fait des batteries de stockage qui se libéreraient justement de un peu de ce fardeau des métaux rares et des. Ok. Donc, Ouais, non, ça se peut très bien, parce que, encore une fois, je vois des gens qui travaillent sur des métaux vraiment type fer et tout. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de faire ces statistiques. Il faudrait voir un petit peu, disons, dans les 5 dernières années, depuis 2015, combien il y a d'effets d'annonce comme ça dans la presse. On a dit, oh, on a révolutionné les batteries, on a révolutionné machin, qui ont vraiment 5 ans après conduit à des usages notables. Ça, j'aimerais bien savoir. Et à mon avis, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire beaucoup d'effets d'annonce en disant oui, il y a telle équipe qui travaille sur quelque chose de révolutionnaire. Mais malheureusement, on attend toujours de voir la filière industrielle. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs effets. Il y a le fait que, donc en recherche, on a quand même envie de survivre et d'être publié, etc. Donc on a tendance à un peu tomber dans ces effets d'annonce. Donc si on veut grossir le tableau, on a tendance un peu à survendre ce qu'on fait. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est souvent très 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 compliqué d'aller à l'échelle. C'est-à-dire que ça marche dans le laboratoire, ça marche à la limite sur plusieurs prototypes, mais est-ce que ça va marcher pour tout un pays ou voir le numérique dans le monde entier? C'est pas sûr. Surtout qu'il faut avoir vraiment en tête qu'il y a quelque chose de primordial dans le numérique, surtout, c'est que c'est des géants de filière, des choses qui sont bien implémentées, qu'on ne peut pas, comme ça, d'un coup de baguette magique, changer. C'est des chaînes de production qui sont déjà en place. Et donc, pour changer tout ça, il va falloir déjà prouver que c'est très, très rentable de le faire. Et puis, de deux, il y a un temps de latence quand même qui va devoir intervenir.
pour pouvoir changer les pratiques. Donc, même si j'ai envie de dire demain, on trouvait la chose révolutionnaire pour faire des batteries, eh ben, il faudrait changer toutes les chaînes de production qui produisent tout ça, de A à Z. Et donc, ça prendrait aussi beaucoup d'énergie et puis ce serait pas fait du jour au lendemain. Si ça répond à la question. Maxime? Ouais. Ce que je voulais dire tantôt sur les présentations, c'est, à vrai dire, quand tu parles d'un sujet, si tu peux mettre la page par rapport au sujet que tu parles, si tu parlais le pourcentage. C'est le fun de te voir, mais ça serait plus relié si on pourrait voir par rapport à ça. Puis, j'aurais une question. Vu que les data centers sont très concentrés, les autres, leur recyclage, j'assume qu'ils devraient être capables de le faire mieux, déjà de le passer dès leur production jusqu'à leur fin de vie. Au niveau des matériaux dans les data centers, c'est ce que tu veux dire? Ben oui, à vrai dire, leur conception, à vrai dire, si ils se vendent d'être Green IT puis tout le reste, donc j'assume que les autres, c'est plus simple pour les autres de dire de toute façon, les autres, leur objectif présentement, c'est d'optimiser leur matériel, puis ils sont capables, c'est pas le vendre sur le marché, c'est pas le vendre sur le marché, c'est vraiment l'utiliser directement. Donc, j'assume qu'ils sont capables de dire, OK, on est capable d'utiliser tel genre de composante. Puis à la fin de leur vie, ils sont capables de calculer leur fin de vie, puis de dire à la fin de vie, bien, ce matériel-là, son recyclage devrait être plus efficace que si tu l'achètes, que ça jette un téléphone portable ou un ordinateur en magasin. Ouais. Alors, pour les centres de données data center, c'est vrai que moi, j'ai plutôt trouvé des articles qui misaient sur l'utilisation. Vraiment sur le fait que, par exemple, ils dépensent de moins en moins d'énergie pour refroidir versus pour faire des calculs informatiques réels, ce qu'on appelle le PUE. Là. Mais après, au niveau des matériaux dans les data centers, je ne suis pas sûr que ce soit leur priorité. Quand bien même ce serait leur priorité, je ne suis pas sûr non plus, parce qu'en fait, c'est quand même des serveurs qui durent plus longtemps que les appareils normaux. Et donc, peut-être que pour eux, ça leur paraît être un problème un petit peu lointain, finalement, de devoir recycler tout ça. Donc, on trouve plutôt des choses, encore une fois, sur l'utilisation, à quel point c'est efficace, etc. Quand on regarde, par exemple, il y a Google ou les grands géants, là, Amazon et tout, qui se targuent toujours d'avoir des excellents rapports, donc refroidissement versus calcul. Mais au niveau des matériaux, ils n'en parlent pas trop. Je ne sais pas si toi, tu as vu des choses là-dessus. Mais... Non, j'ai rien vu non plus. Okay. Ils parlent tout le temps de Green IT, là, mais j'ai rien vu à ce niveau-là. OK. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils parlent de Green IT, mais ils se focalisent toujours sur le paramètre qu'ils peuvent optimiser. Ils publicisent beaucoup dessus, mais c'est que les autres paramètres, parfois, ils sont un peu mis sous le tapis. Après, pour les sources, donc il y a plusieurs façons. Déjà, il y a le rapport écrit qui est sur ma première slide, mais vous allez pouvoir le trouver aussi sur LinkedIn, vous tapez Histoire Montréal, où on pourra aussi vous l'envoyer, etc. Où là, il y a toutes les sources que j'ai utilisées de façon écrite. Et sinon, on a prévu de vous envoyer un petit résumé par courriel, par exemple, ou je sais pas, où il y aura aussi toutes les sources que j'ai mentionnées un petit peu à droite à gauche et qui vous permettra d'aller plus loin si vous le souhaitez. Donc, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, voici un site qui compare l'intensité du Bitcoin et l'Ethereum. Ok, ouais. C'est vrai que si on retourne sur les crypto-monnaies, c'est vrai que c'est le Bitcoin qui est surtout très impactant. Ethereum est quand même beaucoup mieux à ce niveau-là. D'ailleurs, la publication que je citais le montre bien. Mais malheureusement, c'est toujours le Bitcoin qui est plus utilisé. Donc, c'est vrai qu'on est toujours sur cette logique dans les crypto-monnaies. Donc, on pourrait éventuellement dire que les crypto-monnaies vont peut-être s'assagir un petit peu à ce niveau-là. Mais en tout cas, les bitcoins ont fait un petit peu peur à tout le monde puisqu'ils consommaient énormément par transaction. Et donc, il ne fallait surtout pas que ça se généralise de trop. J'aurais une autre question, Maxime. Ouais. Yes. Par rapport à la 5G, tu en as peu parlé. Alors, quels sont les enjeux énergétiques de la 5G au niveau de la consommation en matériaux et en énergie rapidement? Est-ce que ça va consommer plus ou alors c'est juste qu'on va plus les utiliser, donc en parlant de l'effet rebond? Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Okay, c'est bon parce que j'ai été déconnecté. Alors oui, la 5G, ce qu'il faut savoir, donc, c'est
comme toute évolution technologique, elle va moins consommer par octet. C'est-à-dire que si j'ai 1 gigaoctet de données à transférer, ben, je vais consommer moins d'énergie qu'avec les 4G. Ceci dit, bien entendu, ça ne s'arrête pas là, puisque je pense à peu près tous les rapports ou communiqués de presse que j'ai pu lire disent bien que malgré cette efficacité énergétique meilleure, il va y avoir plus d'utilisation, mais même beaucoup plus d'utilisation de données. Puisque ça va permettre, comme ça c'est mon premier schéma là, ça va permettre de développer des applications ultra, j'allais dire un mot qui combinerait utilisation de données enfin, ça va augmenter énormément l'utilisation de données, des choses comme les véhicules autonomes vont produire énormément de données. Et puis je vous ai dit, par exemple les smart cities, c'est 200 millions de gigaoctets par jour à peu près pour une ville comme Montréal. Et donc la 5G, par le fait qu'elle consomme beaucoup moins en fait, d'énergie, va malheureusement entraîner une consommation exponentielle de données. Et donc au final, par effet rebond, ça va de toute façon augmenter énormément la facture d'électricité. Donc ça c'est ce que disent vraiment tous les experts, quoi. Donc on est sur ce problème-là sur la 5G, quoi. Ça c'est clair et net. Après, il y a d'autres problèmes. Il y a le problème aussi des matériaux. Alors là, je n'ai pas forcément poussé très à fond la question, mais il faut savoir que la 5G, c'est des antennes qui sont à très courte portée, puisqu'ils ont encore augmenté les fréquences. Donc, c'est-à-dire que les ondes vont se propager moins loin, et donc ils vont devoir mettre des antennes beaucoup plus rapprochées. Et ces antennes, elles ne sont pas fabriquées à partir de rien, il y a des matériaux dedans. Et donc, on peut estimer qu'au niveau matériaux, ça va être aussi très impactant d'avoir ces antennes un petit peu quadrillées partout. Donc, il y a sûrement ce point-là qui est problématique. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a d'autres générations d'avant là qui réutilisaient des antennes parfois, parce que c'était à peu près les mêmes composantes. Mais si la 5G, on doit en fabriquer des nouvelles, là, il y a un gros problème au niveau des matériaux. Donc, c'est un peu les deux choses que je vois au niveau de la 5G. Après, je ne vais pas forcément pousser non plus la question. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci. Parfait. C'est vrai que c'est un sujet d'actualité, mais je renfonce un peu le clou. Le problème, c'est l'écosystème que ça met en cause. On est sur 5G qui est couplé avec blockchain, qui est couplé avec machin. Et donc, c'est un peu comme tu prends toute l'offre ou tu rejettes tout, quoi. Mais il n'y a pas vraiment de milieu, c'est ça qui est un peu dommage. Alors, autre question, devrait-on détruire les antennes 5G à côté de chez nous? C'est vrai que c'est la conclusion de certaines personnes technocritiques, on va dire. Je ne sais pas. Honnêtement, j'aimerais bien que ce soit des choses aussi qui soient plus légales, que ça passe par une sorte de décision collective où on se dit bon, on arrête. En France, ça a plus de mal à passer. C'est vrai que je pense que le Canada, avec la proximité des États-Unis, ça a tendance à passer un peu comme tout seul, mais en France, c'est qu'il y a plus de résistance. Mais il y a un très gros problème, c'est finalement tout ce qui est course économique. C'est-à-dire que si la Chine et les États-Unis développent la 5G, c'est vrai que ceux qui ne le feront pas passeront un petit peu pour des arriérés, et puis il y a des suppositions de ne plus être en mesure de suivre la course économique. Et donc c'est un peu ça finalement qui nous oblige à nous verrouiller sur des progrès technologiques toujours plus grands. Donc c'est pas une question qui soit aussi simple que ça. Mais après c'est clair que s'il y a un gros rejet au niveau des citoyens pour X raisons, c'est vrai que les politiques devraient un petit peu se poser des questions à ce niveau-là. Je vous conseille cette conférence sur la 5G. Ok, yes, carrément. En plus, c'est quelque chose de local, donc ça va être plutôt d'actualité. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, je remonte un petit peu parce que j'en ai peut-être loupé. Il y en a peut-être des gens qui ont posé au milieu de la présentation. Ah oui, alors il y avait cette question-là. Est-ce que je vais vérifier? Donc c'est ça, donc, le trafic de données, en fait, il a fait x100 entre 2005 et 2020. Donc c'est vrai que c'était une question un peu piège de ma part, parce qu'il y avait 10, 100, 1000 et 1 million, donc on aurait plutôt envie de dire 1000.
Mais en 2005, hein, c'était quand même un Internet assez conséquent. Il me semble que c'est l'année de création du site YouTube. Donc voilà, on était beaucoup moins au niveau de la vidéo, bien sûr, et au niveau des médias sociaux. Mais il y avait quand même un Internet qui était assez développé. C'était pas non plus les années 90. Donc le fait que ça ait fait x100, c'est quand même très impressionnant parce que ça montre qu'il y a eu quand même des progrès technologiques qui ont permis de ne pas non plus faire monter la facture d'électricité au ciel. Et ça montre surtout que ce x100 se traduit dans nos vies, finalement, où le numérique a de plus en plus d'importance. Et c'est sûr qu'on consomme plus de contenu en HD, etc. Mais à mon sens, ça traduit aussi la figure que je vous montrais, hein, c'est la multiplication de tout l'univers numérique en 10 ans, de 2005 à 2015, et puis est-ce que ça va faire encore la même chose 10 ans après? Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a des études sur l'impact écologique de l'IA? Alors, ça dépend, parce que l'IA, c'est quelque chose de très, très grand. Il y a différentes choses en IA. Hein. Déjà, il y a l'apprentissage profond, pas apprentissage profond, donc il y a beaucoup de variantes. Nous, on n'a pas forcément travaillé sur l'impact écologique d'une application en particulier. Après, je sais que c'est quelque chose qui revient beaucoup sur la table. Pourquoi? Parce que l'IA est énormément citée comme facteur qui pourrait justement améliorer l'univers numérique. Pourquoi? Parce que si on imagine des programmes d'IA qui optimisent en temps réel les serveurs utilisés, donc finalement la charge de travail, etc., etc., on pourrait imaginer avoir une consommation plus sobre en global. Donc c'est pour ça qu'il s'agit de déterminer est-ce que d'implémenter cette IA, c'est vertueux, parce que oui, elle va diminuer nos usages au niveau énergétique, mais si elle-même, elle consomme beaucoup, là, on n'aura pas gagné au niveau de la facture globale. Et donc, ça paraît très, très important de déterminer à quel point les programmes d'IA vont, oui ou non, consommer plus que ce qu'ils apportent. Alors après, je n'ai pas suivi forcément les études là-dessus, donc je ne pourrais pas trop me prononcer. Mais d'après ce que je me souviens, c'était pas tout le temps blanc ou noir. Hein. Il y avait tout le temps des choses qui disaient que oui, ça pourrait éventuellement permettre de se faire des économies. Et puis d'autres qui disaient oui, mais non, ça va quand même avoir des effets délétères. Après, moi, ce que je vois à niveau de mon expérience sur le rapport, hein, c'est qu'il faut faire attention aux effets rebonds. C'est-à-dire que oui, l'IA va permettre donc, de rendre plus vertueux chaque usage, mais il s'agit plutôt de regarder l'usage global. Est-ce que en rendant vertueux chaque usage, on ne va pas multiplier la facture totale en multipliant les usages? Donc il y a ça aussi qui est super important. Sinon, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que l'utilisation de services pair à pair, peer-to-peer, est plus efficace que l'utilisation de services centralisés, en gros PeerTube versus YouTube? Alors ça, pareil, c'est une question qui est probablement très compliquée. Pourquoi? Parce que des choses comme YouTube vont avoir tendance à optimiser finalement l'usage énergétique qu'ils font. C'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo, ça va être réparti sur plusieurs serveurs, ça va être vraiment optimisé pour faire le moins de charge possible. Et donc, je ne sais pas si PeerTube fait ça aussi bien. Donc déjà, il y a ça. Mais après, on pourrait dire à l'inverse que YouTube nous encourage à rester sur sa plateforme à travers des algorithmes qui vont nous suggérer des vidéos, notamment en mettant tout le temps en HD les vidéos qu'on lance, etc., etc. Et donc, YouTube va avoir énormément d'effets rebonds aussi à ce niveau-là. Donc après, on pourrait s'amuser à calculer l'impact global en moyenne et essayer de voir, oui, YouTube paraît plus polluant parce qu'il va nous inciter à beaucoup plus consommer. Donc là, j'aurais tendance à dire que PeerTube va gagner, quoi. Mais du coup, voilà, ça dépend comment on compte. Est-ce qu'on reste sur l'aspect purement technique en disant, pour une vidéo donnée, ça dépense tant, ou est-ce qu'on se dit, ce qui est plus, à mon sens, adéquat, on se dit qu'on regarde la facture globale. Et dans ce cas-là, le fait que YouTube soit associé à Google, etc., et qu'ils aient une politique d'expansionnisme
et de géants du web, fait que finalement, c'est probablement YouTube qui va être le pire dans l'histoire. C'est toujours un petit peu les mêmes réponses, hein, mais c'est vraiment ça qui est important à prendre dans le numérique. Je ne sais pas si j'ai loupé une question. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question pour Maxime? Sinon, on va peut-être arrêter là. C'est vrai que je finis toujours par répondre effet rebond, hein, ça commence à devenir un petit peu Non. la même chose. Mais bon. Ok, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup, effectivement, Maxime, c'était super intéressant. Ouais, merci Lupop, en tout cas, de nous avoir permis Écoute, ça fait de vraiment présenter ça avec les plaisir. shifters. Et puis, du coup, on se voit la semaine prochaine pour la séance sur les low-tech. Donc maintenant qu'on a vu l'impact des high-tech, on va voir ce que c'est pour changer de modèle vers les low-tech ou slow-tech, comme tu appelles ça. Ouais, exactement. C'était ça un peu l'idée, c'était qu'il y avait une des pistes que notamment beaucoup d'organismes comme Green IT vont explorer maintenant, et le Shift Project aussi, c'est de développer donc à l'inverse, un pied de nez des high-tech, développer un peu l'inverse, ce qu'on appelle les low-tech. Et donc on essaiera de vous présenter ça dans une semaine. Ok.